Bon, mes amis, vous l'attendiez tous, c'est Thierry Messant. Il est devant moi. Et je sais que, tel Justin Bieber, il était attendu par ses fans. Et donc le voilà, en chair et en os. Il va nous donner une interview. On va parler de choses tragiques, mais tout d'abord, plein de bons voeux pour 2024. Vous aussi, et à tout votre auditoire aussi. Thierry, on va parler de choses tragiques malgré ce moment de convivialité. Tu peux prendre des petits chocolats comme si tu veux. Alors celui-là, il est fourré au massepain, c'est du chocolat autrichien. Beaucoup de choses sont passées en effet pendant les vacances. On s'était vu avant les vacances. Tu nous avais dit, mais il n'est pas impossible que les Israéliens cherchent à antagoniser le conflit à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu des attentats, enfin en tout cas des exécutions, on va dire, à distance au sud Liban. Il y a eu des attentats meurtriers en Iran. Il y a une action de forte intensité, des activités militaires de forte intensité au nord d'Israël. Les Israéliens viennent de mettre leurs hôpitaux du nord d'Israël en état d'alerte maximale. Donc on s'attend à une extension du conflit. Il y a eu plusieurs déplacements d'Anthony Blinken en Israël. Il y a des annonces de retrait de troupes au sol, de troupes israéliennes hors de Gaza. Il y a probablement une reprise des bombardements. Tout ça est extrêmement intense, douloureux. Il y a des opérations annexes sur des champs de bataille annexes. Les Houthis, en Irak. Quel point de situation tu peux nous faire à ce stade? Nous sommes le 10 janvier. Qu'est-ce que tu as à dire sur la situation globale pour que ceux qui ont profité des fêtes raccrochent un peu le train et se disent où on en est? Alors, à Gaza même, les bombardements continuent. Bon. Mais de moindre intensité. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas de moindre intensité. Ce qui est de moindre intensité, c'est les opérations au sol. Ça n'est pas la même chose. Parce que le gouvernement israélien a commencé à démobiliser tous les gens qu'ils ont amenés là. La réserve et à relancer l'économie israélienne. Voilà. Donc ça limite ça, mais les bombardements continuent avec la même intensité tous les jours. Il y a des centaines de morts. Personne ne fait attention à ça, mais ça continue. J'en profite, je te coupe, mais pour dire qu'on va parler dans le courrier d'un rapport de je ne sais plus quelle organisation internationale qui parle de 10 enfants amputés d'un membre chaque jour à Gaza depuis le début du conflit, ce qui est terrible. Oui. Je vais revenir sur ce bilan après. D'accord. Là, en dehors de ce qui se passe à Gaza, et en dehors de ce qui se passe en mer Rouge, où Ansarallah a interrompu le trafic maritime occidental, mais il n'a pas atteint le trafic maritime quand il est russe ou chinois. Ça passe tout à fait. Donc en dehors de ces deux champs de bataille, les Israéliens ont d'abord assassiné un responsable du Hamas à Beyrouth. Et là, il faut bien comprendre. Si on parle du Hamas en général, ce que je dis n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de Hamas en général. Il y a deux courants tout à fait distincts, j'ai expliqué, entre le Hamas historique, qui est une branche des frères musulmans, et un courant qui s'est détaché du Hamas, mais qui est toujours dans le Hamas, qui n'a plus de relation avec la confrérie des frères musulmans, et ce courant s'est rallié à la résistance palestinienne et a fait la paix avec Bachar el-Assad en Syrie. Donc ça, c'est deux choses vraiment distinctes. Et les Israéliens, quand ils ont dit « nous allons tuer des gens du Hamas partout dans le monde », en fait, ils ne ciblent que ceux qui sont dans le courant de la résistance, jamais ceux qui sont du côté des frères musulmans. Donc, ils interviennent dans la guerre interne
au sein du Hamas. Pour soutenir le courant le plus laïque au fond. Non, pour soutenir les frères musulmans, le courant... Oui, pardon, voilà. Pour soutenir les frères musulmans, voilà. On est d'accord. Et donc, là, au Liban, il devait y avoir une réunion des factions palestiniennes, et juste avant, les membres du Hamas se réunissaient dans le bureau du Hamas au sud de Beyrouth, quand des avions, au début on a dit que c'était des drones, mais non, c'est des avions qui sont venus, qui ont tiré 6 missiles guidés par laser et qui ont détruit ce bureau. Alors moi, quand j'ai vu les images à la télévision, j'étais un peu choqué parce que j'ai failli avoir un bureau dans le même immeuble. Donc je sais que c'est un immeuble qui est contrôlé par le Hezbollah. C'est là qu'ils voulaient me placer. Bon. Qui il? Les gens du Hezbollah voulaient me placer là quand j'étais à Beyrouth. Ils voulaient que j'installe mon bureau là. Pourquoi? Parce que je travaille avec eux. Non. L'aveu. Aujourd'hui, nous avons des aveux en direct. Ah non, mais j'ai jamais caché. Hein. Mais donc, les gens qui étaient réunis là, il y avait le Hamas et donc qui est la branche palestinienne des frères musulmans, et il y avait la branche libanaise des frères musulmans qui avait envoyé ces dirigeants-là. Et certains sont morts dans cette opération. Mais probablement les Israéliens croyaient que le chef de la branche de la résistance dans le Hamas serait présent et il n'était pas là. Lorsque cet attentat a eu lieu, ça a ébranlé tout l'axe de la résistance. Parce que eux, ils ont compris ce qui se passait. Ils ont compris que l'État israélien était en train de faire le ménage à l'intérieur du Hamas. Il n'était pas en train de combattre le Hamas. C'est bien différent. Donc, Hassan Nasrallah a dit qu'il y aurait une réplique immédiate. Mais effectivement, 2 jours après, le Hezbollah a attaqué une base militaire israélienne que l'on pensait inattaquable. Ils n'ont pas utilisé les mêmes armes qu'à l'habitude. Ils avaient autre chose, on ne sait pas bien quoi. Mais ils ont été capables de tirer 62 missiles sur cette base. Et des missiles qui n'ont pas été interrompus, pas abattus, interceptés par la défense antiaérienne israélienne. Alors aujourd'hui, cette défense antiaérienne, c'est le dôme de fer, mais les Israéliens ont maintenant des lasers en plus des contre-missiles qu'ils utilisent habituellement. Donc des lasers, ça coûte pas cher, qui peuvent détruire les aéronefs qui les attaquent. Donc personne ne sait comment ils ont réussi à faire cette opération. Et les Israéliens ont été estomaqués par ce qui se passait, donc ils n'ont pas communiqué tout de suite. Ils ont mis 2 jours encore à dire que voilà, on les avait attaqués. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Oui, ça voilà. C'est pas exactement ce que nous raconte le Hezbollah, qui, tout en lançant cette opération, avait lancé plusieurs drones pour filmer l'opération. Donc on a les images de ce qui s'est passé. Bon, alors il y a eu cette attaque. L'État libanais a déposé une plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en disant que c'était une attaque, un assassinat qui a eu lieu chez eux qui était absolument inadmissible. Alors le Conseil de sécurité n'a pas encore délibéré là-dessus et on suppose qu'il ne le délibérera jamais. Mais l'aspect juridique a commencé à s'enclencher. Bon, et puis en dehors de cette attaque, alors il faut savoir que le dirigeant qu'ils ont tué, Al-Arouri, il ne peut pas y avoir de doute, c'était bien quelqu'un qui était opposé aux frères musulmans.
Parce que quand il a fait 15 ou 16 ans en prison en Israël, après il s'était installé en Turquie, après au Qatar, mais il a été expulsé du Qatar pour ses déclarations contre les frères musulmans. Et enfin, il s'était installé à Beyrouth. Il était devenu un ami d'Hassan Nasrallah. On dit que c'était lui l'interlocuteur officiel du Hamas auprès du Hezbollah, auprès de Nasrallah. Alors, le Figaro a annoncé que quand l'opération déluge d'Al-Aqsa a été déclenchée, il a été prévenu une demi-heure avant de cette opération et qu'il est allé prévenir lui-même Hassan Nasrallah. Bon. Parallèlement à cet assassinat, il y a eu un assassinat en Syrie d'une personnalité iranienne que je connaissais, qui était le responsable des transferts d'armes de l'Iran dans toute la région, pas seulement en Syrie, mais aussi au Liban, au Yémen, en Irak, partout. Donc, cet homme, moi je l'avais connu parce que quand j'habitais à Damas, une fois j'étais revenu de Téhéran dans un avion spécial du gouvernement iranien, et pour rentrer chez moi, quand j'étais arrivé à l'aéroport à Damas, on m'a dit vous pouvez pas rentrer, c'est trop tard le soir, il y a des combats partout, vous irez demain à Damas. J'ai dit non, je veux rentrer, et lui était venu et m'avait accompagné en voiture chez moi. Donc cet homme, ils l'ont liquidé, ce qui est un acte à la fois contre la Syrie et contre l'Iran. Mais surtout, c'est un acte contre l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, ça n'est pas une coalition au sens occidental du terme. C'est une coalition de différents États et groupes politiques, de différentes milices, qui se battent ensemble pour le même but, mais chacun avec sa propre organisation, sa totale indépendance. Ça, les Occidentaux ne le comprennent pas, parce que quand on est à l'OTAN, on doit se mettre aux ordres des États-Unis, on ne comprend pas. Mais le travail de Qassem Soleimani, le général iranien qui a organisé ce système avant d'être assassiné par les États-Unis, c'était d'exporter la révolution anti-impérialiste de l'imam Khomeini. Donc, il a toujours veillé à ce qu'il n'y ait pas de suzerains et de vassaux, mais que des gens à égalité. Même si l'Iran fournissait les armes, chacun est responsable de leur usage. Alors, bien sûr, il y a une dépendance psychologique, on va dire, parce que si vous recevez des armes... oui, ça crée des amitiés. Ça crée des amitiés, mais Téhéran n'a jamais eu la possibilité de donner des ordres aux autres membres de l'axe de la résistance. Et aujourd'hui, on voit l'importance de cette question. Parce que les États-Unis voudraient faire passer un message à Téhéran qui se répercuterait sur tous les membres de l'axe de la résistance et tout le monde au garde à vous arrêterait les hostilités. Eh bien, ça n'est pas possible. Téhéran ne peut pas faire ça. Donc, ils ont tué cet homme. En même temps... Alors, quand même pour que ce soit clair, parce que moi, il y a une question que je me pose, c'est quand Israël décide d'éliminer, on va dire ça comme ça, telle ou telle personnalité, là en espèce on disait c'était le numéro 2 du Hamas, à la tête des brigades Al-Qassam, enfin il y a ensuite un lot de propagande qui entoure ce genre d'exécution. Surtout que c'est pas ça qui est vrai, hein. Je veux vous dire. Voilà.
moi, ce que j'ai lu vite fait dans la presse subventionnée, c'était en gros le responsable des brigades Al-Qassam. Non. Et quel est l'intérêt réel, effectif? Qu'est-ce que ça enlève au Hamas de perdre un cadre de cette importance? Qu'est-ce qui ne marche plus après sa mort, qui marchait avant sa mort? Ce qui ne marche plus, c'est le rapport entre les combattants du Hamas et l'axe de la résistance. C'est ça qui a été brisé. Mais ça veut dire qu'il n'y a il n'avait aucun adjoint, aucun lieutenant capable de prendre sa place. Si, tout ça, il y a déjà des gens qui ont pris la place. Mais, comme tout ça reste secret, il n'y a plus la possibilité de ce courant de s'exprimer publiquement et de faire passer ses messages à ses propres membres. Parce que maintenant, tout le monde est dans la clandestinité, en fait. Hein. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que oui, il était le numéro 2 de la branche politique du Hamas. Mais il y a une branche militaire, les brigades Al-Qassam, et une branche politique. Pourquoi il était le numéro 2? Parce que le numéro 1 représente les frères musulmans. Et comme lui était contre les frères musulmans, on lui a dit, bon, courant, tu seras l'adjoint. Mais il n'avait pas pu rester à Doha, dont il avait été chassé. Donc voilà, il était au... Mais quand tu dis il était contre les frères musulmans, c'est un antagonisme, une opposition claire et franche, ou c'est simplement j'en fais pas partie, je ne partage pas il leur avait été position, membre des frères musulmans. Il avait été membre des frères musulmans, il avait rompu avec eux. Alors, moi, je ne sais pas quelle est l'opposition qu'il y avait. Tout ça c'est un groupe très secret, c'est difficile à vérifier. Hein. Mais il dirigeait le courant qui refusait de rentrer dans la stratégie des Britanniques et qui défendait le peuple palestinien. Ça, c'est clair. Alors, simultanément, les Israéliens ont assassiné le chef du Hamas en Syrie. Alors, il y avait une branche du Hamas, j'ai dit, qui donc avait, enfin un courant du Hamas qui avait fait l'alliance avec la République arabe syrienne et rompu avec les frères musulmans. Et là, ils ont tué encore son chef en Syrie. Donc on voit bien la stratégie, quoi. Simultanément, il y a eu un grand attentat en Iran lors des obsèques, enfin pas les obsèques, l'anniversaire, la commémoration de l'assassinat de Qassem Soleimani. Mais donc c'est vraiment un truc gigantesque, il y a plus d'une centaine de morts, des centaines de blessés, tout ça. Alors, organiser un attentat à ce moment-là, c'est organiser un attentat contre le concept d'axe de la résistance. Et au début, on n'a pas su qui avait organisé ça. Puis, Daesh a revendiqué cet attentat. Alors, vu d'Occident, le fait que Daesh l'ait revendiqué, ça exonère les États-Unis et Israël. Mais vu du Proche-Orient, où les gens sont persuadés que Daesh n'est pas une organisation terroriste autonome, mais un proxy des Occidentaux, au contraire, ça l'accuse. De l'Arabie Saoudite. Non, ça a été de l'Arabie Saoudite, mais ça n'a plus de rapport depuis le grand discours de Donald Trump à Riyad. Maintenant, c'est vraiment deux choses distinctes. Les Saoudiens ne soutiennent plus du tout les frères musulmans, Daesh, Al-Qaïda, tout ça, c'est en dehors de l'Arabie Saoudite, après avoir donné des milliards et des milliards pour eux. Bon. Donc, on doit quand même comprendre que les États-Unis s'associent à cette stratégie contre l'axe de la résistance. Et il y a eu aussi une action pour tuer
un des chefs d'une milice irakienne qui avait intégré l'axe de la résistance. Donc il a été tué à Bagdad. Et là, l'exécution a été revendiquée par la coalition internationale contre Daesh. Alors qu'est-ce que ça vient faire, hein? Ça n'a rien à voir avec leur responsabilité de venir faire ça. Hein. Donc il y a des dirigeants du Pentagone qui ont expliqué dans la presse aux États-Unis que c'était les États-Unis eux-mêmes qui avaient fait l'opération. Bon. Mais voilà, officiellement, c'est cette coalition prétendument anti-Daesh qui a fait ça. Et là, le gouvernement irakien a réagi en faisant une consultation par SMS auprès de ses citoyens. Ils ont envoyé 20 millions de SMS à tous les gens qui ont un abonnement chez eux, en disant: est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition internationale chez nous, ou est-ce qu'on doit les renvoyer, quoi. Donc, faut bien comprendre, quoi. C'est toutes les forces qui sont pour l'indépendance nationale dans cette région se heurtent aujourd'hui à Israël et aux États-Unis. Moi, je vois ça comme une volonté de substituer, d'un point de vue médiatique, le conflit israélo-palestinien en un conflit Occident contre axe de la résistance. Bon, ça ne concerne plus Israël, ça ne concerne plus la Palestine. Bon, évidemment, les massacres vont continuer, puisqu'ils sont programmés pour 1 an ou 2, nous dit-on. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on va tuer des gens pendant au moins 1 an ou 2. Alors, moi, je constate que la seule personnalité qui, depuis le 7 octobre, nous dit qu'il faut organiser la lutte contre l'axe de la résistance et pas contre les Palestiniens, c'est Elliott Abrams, l'homme qui se tient derrière Netanyahou, l'homme qui avait participé au Project for a New American Century aux États-Unis et qui a un long passé de criminel avec lui. Donc j'ai tendance à penser que, bon, soit quand il s'est exprimé dans les médias, il a été l'avant-garde du groupe qui a organisé ça, soit il est dans ce groupe. Donc ça, c'est le paysage de ce qui se passe. Pour revenir plus précisément à la question de Gaza. Donc, les tortures et les massacres continuent. Je dis les tortures parce que nous avons tous vu les images des civils palestiniens que certains soldats israéliens obligent à se déshabiller, à rester en sous-vêtements. Ils les mettent en file indienne, ils les obligent à monter dans des camions de chantier et ils les transportent on ne sait pas où. Mais il y a eu une enquête qui a été faite par le magazine 972 en Palestine qui montre que la totalité de ces gens-là sont libérés 1 à 3 semaines après et absolument tous racontent les mêmes tortures qu'ils ont tous subies. Donc d'être enchaînés pendant des heures à des murs ou des grillages, d'être soumis à des décharges électriques, à des brûlures de cigarettes, etc. Donc ça continue. Ça continue publiquement. Ne dites pas que vous ne savez pas, parce que quand on a vu ces images, n'importe qui comprend que quand on déshabille des gens pour les emmener à un interrogatoire, c'est pas pour leur faire des interrogatoires gentils. Hein.
Bon. Et on a vu des ouvriers palestiniens, enfin, gazaouites, qui travaillent en Israël, revenir à Gaza, le corps tuméfié ou torturé. Donc de toute façon, ça a été aussi pratiqué sur des civils. Voilà. Et là, tous les gens qu'on a emmenés, ce sont des civils, on est bien d'accord. Et d'autre part, les massacres de civils continuent, et comme j'expliquais... Je te coupe, mais tu dis que ces personnes qu'on a vues, ces hommes, qu'on a vus en sous-vêtements emmenés dans des camions, étaient tous des civils. Ça n'est pas ce qui nous est présenté par la propagande officielle. Non, c'était tous des civils. Et le général Isaac Brick, j'avais parlé de ce général qui, avant la guerre, avait exprimé toutes sortes de critiques sur le fonctionnement de l'armée israélienne. Le général Brick a bien dit que ce qui se passait là n'était pas ce que le gouvernement disait. Et que les fameuses victoires de Tsahal sont en grande partie de la propagande, non pas de réalité. Bon. Indépendamment de ça. Indépendamment de ces tortures qui nous sont présentes, enfin, dont on peut présumer de façon assez ouverte, qu'elles existent, est-ce qu'il y a d'autres tortures? Pour le moment, il n'y a que ça qui est documenté. Mais le massacre continue, et comme je l'ai expliqué la fois précédente, c'est un massacre qui n'a pas de responsable, puisque les soldats israéliens, quand ils bombardent la population civile, ne savent pas ce qu'ils font. Ils reçoivent les ordres d'une machine, voilà l'objectif, la position exacte que vous devez bombarder. On leur dit qu'il y a une position du Hamas là, mais ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas le vérifier. Donc l'immense majorité des soldats israéliens n'a pas de responsabilité dans ce massacre. Mais il est clair que l'état-major israélien dirige et organise ce massacre. Donc ça continue, il y a environ 400 ou 500 personnes qu'on tue tous les jours, voilà, ça continue, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et qu'ils acceptent de partir. Donc, les dirigeants israéliens, les uns après les autres, ont raconté qu'ils prennent des contacts dans le monde entier pour organiser l'exode des Palestiniens. À ce jour, seule l'Union européenne a clairement dit, peut-être pas, vous l'avez peut-être pas forcément entendu ici, parce que je ne pense pas qu'on va s'en vanter pour le moment, mais l'Union européenne a déjà dit, Madame von der Leyen est allée au Caire pour dire que l'Union européenne accepterait de recevoir 1 million de Gazaouis lorsqu'ils partiraient volontairement. Voilà, volontairement. Volontairement, faut quand même un sacré culot pour le dire. Et donc 1 million de musulmans qui débarquent dans l'Union européenne, c'est pas comme les 300 000 musulmans qu'on a emmenés au moment du chantage turc sur l'Union européenne. Et à l'époque, souvenez-vous, ces immigrés, ils avaient applaudi Madame Merkel, mais son gouvernement a failli tomber à cause de ça. Cette fois-ci, c'est pas 300 000, c'est 1 million de musulmans qu'on amène. Bon. Donc, les discussions continuent pour créer cet exode. Et l'État israélien prend des dispositions pour continuer ce jeu de torture et de massacre pendant au moins encore 1 an, peut-être 2, disent-ils. Et là, c'est clair, quand on dit on va continuer à bombarder pendant 1 an, ah oui, mais c'est pour tuer les dirigeants du Hamas. Alors comment vous savez que ça va durer 1 an, quoi? Clairement, on dit notre but est de massacrer des gens jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Bon. Au passage,
Avigdor Lieberman et des gens de son parti ont officiellement dit, ou quasiment officiellement, que leur objectif était le remplacement des Gazaouis, des Palestiniens, par des Israéliens, puisque la presse française elle-même parle de réinstallation de colons israéliens à Gaza. Mais tous les... Avigdor Lieberman n'est pas le pire dans ces déclarations. Les dirigeants de forces juives ou des gens comme ça ont dit vraiment des horreurs effrayantes. Et Benjamin Netanyahou lui-même en a dit. Donc, quelle est la réaction internationale à ça? En public, les États-Unis disent que Israël doit faire preuve de retenue, qu'il faut défendre la solution à 2 États. Mais quand on a le dos tourné, là, pendant les fêtes, les États-Unis ont livré pour 305 millions de dollars d'obus à Israël pour que ce massacre puisse continuer. C'est pas pour se défendre, c'est pour continuer ce massacre, c'est très clair. Donc d'un côté on dit qu'on est contre, de l'autre côté on donne les armes pour que ça continue. Bon, s'opposant à ça, il y a Ansar Allah au Yémen qui a interrompu le commerce international en mer Rouge en attaquant d'abord les navires israéliens, puis les navires qui faisaient escale en Israël, puis les navires des nations qui soutiennent le massacre à Gaza. Alors, là, il faut comprendre que sur le fond, ils ont raison, mais le droit international ne les autorise pas à attaquer des objectifs civils. Et ils ne savent pas à l'avance ce que contiennent ces bateaux. Bon. Donc, probablement, ils ont aussi commis des actes illégaux. Mais sur le fond, ça n'empêche qu'ils aient raison. Alors, la France avait dit qu'elle se joignait à l'opération Gardien de la prospérité, créée par les États-Unis pour garantir la circulation en mer Rouge. Et aux stupéfactions, l'état-major du ministère des Armées a refusé de participer à cette opération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Moi j'avais dit, bon, ils obéiront, ce sont des militaires, même s'ils ne sont pas contents. Mais non, ils ont refusé. Il faut se rendre compte que ça n'est jamais arrivé dans les armées françaises. Là, ils ont dit, non, nous on ne participe pas à une opération pour couvrir un massacre. Parce qu'on sait ça, c'est pas autre chose. Donc d'abord, je dois dire mon admiration pour ces gens-là. Ensuite, c'est une des conséquences de la réforme du code militaire après la guerre d'Algérie. Monsieur Grosser, un grand historien qui a été... j'ai eu comme prof, c'est pour ça que je connais bien cette histoire. De l'Allemagne. Oui, mais donc il a été une des personnalités qui a dirigé la réforme du code des armées. Et ils ont inscrit après la guerre d'Algérie dans le code des armées une possibilité, pas seulement une possibilité, une obligation pour les militaires de s'insurger contre des ordres attentatoires à leur honneur. Donc, le code militaire précise que si votre supérieur vous demande de massacrer des gens, de massacrer des civils n'importe comment, vous avez le devoir
de vous insurger contre cet ordre et vous avez la possibilité d'arrêter vous-même votre supérieur. Ce que tu nous dis, c'est que, au fond, il y a une révolte de l'état-major français contre la politique très pro-israélienne d'Emmanuel Macron. C'est pas ça que je dis. Je dis que à l'état-major, il y a des gens qui refusent de commettre des massacres de civils comme ça. Alors, pour ces gens-là, la question de savoir qui sont les victimes et qui sont les bourreaux n'a aucune importance. Ils sont contre le fait qu'on massacre des civils. Donc la politique d'Emmanuel Macron, il choisit sa politique, il ne s'en mêle pas. Mais qu'elle conduise à ça, eux ne participeront pas à ce crime. Dans la pratique, donc moi j'ai lu par ailleurs que Anthony Blinken vient de rendre une proposition, ou en tout cas une incitation au gouvernement israélien à conclure un accord de paix conforme, ou en tout cas rechercher une solution de paix conforme aux résultats de ces consultations qu'il a menées durant nos vacances de fin d'année, notamment avec l'Arabie Saoudite, et qui débouche sur la création d'un État palestinien. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les États-Unis vont obliger les Israéliens à accepter la création d'un État palestinien? Moi, je pense que Anthony Blinken n'a plus la main. Ça n'est plus lui qui dirige. Alors, je ne sais pas qui dirige, mais je pense que, au premier abord, il n'a pas la possibilité d'imposer sa vision des choses. Je dis ça parce que il dit depuis des mois maintenant qu'il faut arrêter le massacre, et alors qu'il dit ça, le Pentagone a envoyé des obus. Donc quand vous envoyez une réserve d'obus comme ça pour que le massacre continue, ça prouve que celui qui parle sur le devant de la scène n'a plus d'importance. Comment peut-on expliquer, parce que moi c'est quelque chose que je ne m'explique pas aujourd'hui, comment peut-on, enfin je m'en l'explique à moitié, comment peut-on expliquer que le Hezbollah fasse tout, puisqu'on a encore vu aujourd'hui au fond il poussait l'État libanais à chercher à faire une offre de paix à Israël. Comment peut-on expliquer que le Hezbollah soit aussi en retrait vis-à-vis de l'agressivité israélienne? Est-ce qu'on sent bien que les Israéliens cherchent la bagarre, si j'ose dire, oui, absolument. Et qu'ils ont face à eux des Iraniens, des Libanais, des membres du Hezbollah qui se dérobent d'une certaine façon? Est-ce que c'est le signe d'une faiblesse du Hezbollah? Oh, sûrement pas. D'ailleurs, l'attaque de la base de Méron dont je parlais, c'est une base très importante en Israël. Il y a 2 bases militaires pour la surveillance aérienne. C'est une de ces 2 bases. Elle est une base très secrète, mais quelque chose d'important. Donc s'ils ont été capables de faire ça et de dévoiler de nouvelles armes à cette occasion, c'est bien pour faire passer un message, ne nous titillez pas. Et ils sont prêts à se battre. Mais évidemment, le rôle du Hezbollah, c'est de protéger avant tout la population libanaise. Et vu ce qu'a été la guerre de 2006 et les guerres précédentes, c'est évident que c'est pas eux qui vont créer la guerre. Est-ce qu'il y a un risque que malgré tout, ils soient entraînés dans la guerre malgré eux? Puisqu'on sait que les Israéliens, enfin de l'aveu du gouvernement libanais, les Israéliens ont demandé officiellement à repousser le Hezbollah au nord de la rivière Litani. Donc on sait qu'il y a une intense activité diplomatique et puis des menaces ou en tout cas des demandes pressantes qui sont faites. Est-ce qu'il y a un risque que malgré tout, le Hezbollah soit entraîné dans la guerre, et l'Iran? Il y a un risque que, pays après pays, la guerre s'étende. Évidemment, l'objectif de la coalition de Netanyahou, c'est d'atteindre l'Iran. Pourquoi? Je ne sais pas, parce
Qu'est-ce que les Iraniens leur ont fait? Il n'y a rien. Qu'est-ce que l'Iran représente comme menace pour eux? Aucune menace. L'arme nucléaire. Mais non, ils n'ont pas d'armes nucléaires, il faut arrêter avec cette affaire. L'Iran a arrêté sa recherche nucléaire militaire en 88. Et il ne l'a jamais repris depuis. Et il n'y a aucune preuve qu'elle l'ait repris. Les fameuses preuves de Netanyahou, quand il a fait cambrioler là, les archives à Téhéran et qu'il a publié ces archives, ça ne montre pas ce qu'il a dit. Parce que les seules choses que ça montre, c'est qu'ils ont fait une expérience sur un détonateur. Donc entre un détonateur et une bombe, franchement, faut arrêter. Hein. Donc concrètement, est-ce qu'il y a un risque de déflagration régionale, voire au-delà? Oui, il y a un risque, puisque la coalition de Netanyahou veut la bagarre, comme vous dites. Oui, il y a un risque. Et il faut bien comprendre, c'est très simple de maîtriser ces gens-là. Il suffit de dire on arrête de vous soutenir dans les horreurs que vous faites. Mais si on fait comme le Pentagone, on envoie des obus aller massacrer les gens, bon là on les encourage à aller plus loin. Il y a eu au passage une vidéo où on voit, alors c'est sur les réseaux sociaux, donc ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas daté, ce n'est pas, voilà, toutes les précautions habituelles. On voit des soldats en uniforme israélien chanter la Marseillaise dans un paysage qui ressemble aux alentours. Ah, t'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Qui ressemble aux alentours de Gaza. Est-ce qu'il est plausible que des forces spéciales, notamment françaises, aient été engagées à Gaza pour participer on va dire, à la purification ethnique de Gaza? Écoutez, je ne sais pas, mais l'histoire passée montre que c'est possible. Je ne sais pas si c'est vrai, je dis c'est possible. Parce que des forces françaises, j'en ai vu moi-même en Libye et j'en ai vu moi-même en Syrie. Alors qu'on nous disait qu'il n'y en avait pas. Bon, nous allons rester sur ces sages paroles. Non, il y a une autre chose dont je voudrais parler. Alors vas-y. Il ne te reste pas trop long parce que l'emploi du temps est contraint. Vas-y. Oui. L'Afrique du Sud a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice. Il faut comprendre ce que c'est. La Cour internationale de justice, ça n'a aucun rapport avec la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est un truc qui a été fabriqué par l'Union européenne et qui sert à étendre l'impérialisme européen en Afrique. Maintenant, ils ont commencé un peu en dehors de l'Afrique, mais bon. La Cour internationale de justice, c'est un élément du droit international. Financé initialement par M. Carnegie au début des années 1910, installé à La Haye. Donc ça a été créé dans le cadre de la SDN et ça s'est poursuivi comme étant le tribunal interne des Nations Unies. Il ne s'agit pas de juger des individus, comme le fait la CPI. Il s'agit de juger des États et de les juger selon le principe du droit international, qui n'a aucun rapport avec les règles que fabrique au fur et à mesure la CPI. Le droit international dit que chacun est contraint de respecter sa propre signature, mais personne n'est forcé de respecter des traités qu'il n'a pas signés. Donc Israël sera jugé en fonction des traités, des engagements qu'il a pris, signés. Alors ça, c'est le premier retour du droit international à l'échelle globale. Parce que Israël n'a jamais été assigné devant la Cour internationale de justice. Et au contraire, depuis maintenant 75 ans, Israël a violé un très grand nombre de résolutions des Nations Unies. Là, bon, cette procédure, elle va être longue. Ça peut durer plusieurs années. Au mieux, on dira que Israël
a laissé perpétrer un génocide. Alors, qui le fait, ça on sait pas très bien, mais que des gens à l'intérieur de l'armée israélienne ont organisé un génocide. Si ça a lieu, ça sera un déchirement du voile qui nous obscurcit, puisque nous pensons que Israël, ça a été le refuge des communautés juives européenne après la solution finale nazie, et que jamais Israël ne participerait à un génocide, que jamais les sionistes n'ont travaillé avec les nazis, etc. On a des présupposés comme ça. Hein. Donc si cette chose-là est jugée, c'est le narratif de l'État israélien et de la puissance occidentale qui s'effondrera d'un coup. Et très probablement, l'Assemblée générale des Nations unies votera immédiatement la suspension d'Israël de l'ONU, comme déjà ça a été évoqué, mais seulement en commission pour le moment. Je vous invite à lire, c'est en anglais, mais je vous invite à lire cette plainte de l'Afrique du Sud. Particulièrement, il y a 6 pages qui sont absolument incroyables, parce qu'il y a un très long exposé juridique. Alors, si vous n'êtes pas habitué, ça vous paraîtra un peu ardu. Fastidieux. Mais il y a 6 pages de citations des dirigeants israéliens aujourd'hui, pas dans le passé, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, qui expliquent qu'ils vont faire un génocide. Si vous voulez, le coupable a avoué déjà publiquement. Bon, on va essayer de retrouver cette plainte. Et on est obligé, pour des raisons logistiques, d'interrompre cette interview, mais elle n'est pas complètement courte non plus. On se retrouve dans 15 jours. Alors, dans 15 jours. On refera le point, mais j'aimerais par ailleurs qu'on parle d'un certain nombre de dossiers terroristes quand on aura le temps à tête reposée. D'accord. J'adorerais qu'on parle des attentats de 2015 en France parce que ils sont pleins de... Et puis, avec Thierry, il faut qu'on reparle quand même de 2001. Puisque effectivement, il y a une espèce de trêve, je le dis pour les auditeurs qui parfois se posent des questions, il y a une trêve qui a existé jusqu'il y a quelques semaines entre les différentes factions de la dissidence en France, même si j'aime pas ce mot, où on considérait qu'il y avait des choses qu'on ne mettait pas sur la table. Je vois que le démon sioniste a repris l'opposition infiltrée en France, la dissidence infiltrée qui a décidé de faire la guerre ou d'avoir une politique expansionniste par rapport au statu quo, et donc ça nous autorise à lever un certain nombre de barrières que nous étions de façon très responsable mises pour ne pas modifier le rapport de force. Et donc, puisque certains manquent de modération dans la dissidence infiltrée, nous qui sommes indépendants, nous sommes autorisés à nous-mêmes évoquer des sujets interdits. On parlera de l'attentat de 2001. Oui, bien sûr. Oui. Et moi, je suis toujours prêt. J'imagine. À très bientôt, Thierry. À très bientôt.